En 2009, la ville bretonne de Châteaugiron s'apprête à célébrer son millénaire par une série d'événements programmés tout au long de l'année. Comme son nom l'indique, un millénaire est une chose rare, puisqu'il n'advient qu'une fois tous les 1000 ans. L'événement est prévu depuis longtemps, mais une découverte inattendue va peut-être modifier le programme des festivités. À quelques centaines de mètres du centre-ville, un projet de lotissement a vu le jour dans la zone de la Perdriottaie. En France, comme la loi de 2001 l'indique, les projets d'aménagement du territoire sont soumis à une instruction des services de l'État qui peut amener, suivant les cas, à la prescription de diagnostics archéologiques et, en fonction des résultats, à des fouilles. Depuis 2008, les archéologues de l'INRAP ont donc sondé, puis entrepris de fouiller, une zone d'une vingtaine d'hectares en préalable à la construction du nouveau quartier. Si les fouilles archéologiques viennent confirmer le résultat des sondages effectués, ce n'est peut-être plus un millénaire qu'il va s'agir de fêter, mais plusieurs. Les 40 premiers centimètres correspondant aux terres de labour sont à peu près exempts de vestiges. Ils sont donc décapés mécaniquement. Puis la fouille s'organise, rigoureuse et méticuleuse, pour retrouver les niveaux accumulés par les habitats successifs. Les sondages laissaient présager des niveaux d'occupation allant du néolithique au Moyen-Âge, en passant par les Gaulois, les Gallo-Romains, les Mérovingiens et les Carolingiens, soit près de 6000 ans de présence successive. Ces fouilles sont exceptionnelles par la continuité des occupations mises au jour. Elles sont exceptionnelles aussi par la densité des traces et des vestiges exhumés. Elles le sont enfin par la complexité des niveaux qui se chevauchent et s'entrecroisent. Mais les fouilles sont également impressionnantes par leur étendue et leur durée. Elles vont en effet mobiliser près de 20 personnes pendant 2 ans sur une vingtaine d'hectares. Isabelle Catédu en est la responsable. Sur le schiste, on fait, je sais pas moi, en 3 mètres. À mon avis, il faut 6 mètres, c'est peut-être un peu juste. On peut carrément se faire une bande de 9 mètres de piste sur le schiste. Qui puisse se croiser. Voilà, on en fait une ici, on en fait une au-dessus. La fréquentation des zones longtemps obscures du Haut Moyen-Âge a amené Isabelle à se passionner pour la manière dont se construisent nos regards sur le passé. Il y a un très grand intérêt de la population de Châteaugiron sur nos travaux. Le but, c'est d'échanger, c'est de communiquer notre passion d'une part, et de croiser justement tous ces regards. Par exemple, le regard des artistes. Ça va être le regard des enfants, par exemple des scolaires, qui eux nous apportent un imaginaire absolument passionnant parce qu'en fait, ils n'ont pas tous les barrages que nous on va mettre. Ça va être un regard d'un spécialiste, d'un géologue ou d'un aménageur qui effectivement, lui, rentre dans l'aménagement du territoire. Chaque catégorie de population pose en effet un regard différent sur notre passé pourtant commun. Tous ces regards vont constituer la matière de notre film. Commençons par celui des aménageurs du territoire. C'est un chemin qui a été dessiné dans la conception du projet par l'urbaniste de la ZAC. On s'est aperçu après les premiers travaux de fouilles archéologiques que ce chemin existait déjà à l'époque gauloise. Une sorte de preuve qu'on peut effectivement aujourd'hui concevoir les aménagements dans une logique de fonctionnement qui était déjà celle qui existait il y a plusieurs siècles. Là, vous voyez des traces, et plus vous allez venir, plus vous allez voir des trous. Puisqu'en fait, tout ce temps qu'ils ont passé à creuser leurs fosses, à creuser leurs bâtiments, à creuser leurs fossés, qui se sont ensuite remplis de terre volontairement ou involontairement, ben nous, on refait exactement le même travail. Donc, ils ont rempli des poubelles, on va vider les poubelles. Ils ont rempli des fossés, on va revider les fossés. Et on va recueillir tout ce qui a été jeté et récupéré. Durant 2 ans,
nous allons suivre le déroulement de ces opérations exceptionnelles, remonter le temps à la rencontre des populations qui ont précédé les habitants d'aujourd'hui, et tenter de mesurer la distance qui nous sépare d'eux, de tracer une frontière nette entre ce que tous les imaginaires suggèrent et ce que la science met en évidence. Donc on a remarqué que dans ce fossé-là, il y avait beaucoup de céramique, donc on a quand même sorti des formes assez intéressantes. À travers la lecture des stratigraphies, on arrive à plus ou moins restituer ces phases d'occupation. Ici, à l'origine, on avait peut-être une première entrée. Donc là, ici, on est devant un trou de poteau, donc appartenant à un bâtiment construit sur poteau en bois et armature végétale. Ce qu'il me reste à faire, c'est à vérifier les autres trous de poteau qui ont été vus au décapage pour pouvoir appréhender la morphologie générale du bâtiment. Très vite, les découvertes s'accumulent. Puis là, j'ai trouvé un morceau de, un morceau de terre, T'avais une motte, en fait. une motte très très lourde, très très lourde. J'ai pensé d'abord à un scorie. Des fois, tu trouves du scorie, des trucs un peu difformes, quoi. Je suis tombé au départ peut-être sur le dos. Puis à un moment, en grattant un petit peu, j'ai vu un bras qui apparaît. Donc j'ai commencé à dégager, un peu à gratter. Puis là, j'ai vu la chevelure qui est là. Je me suis dit, là, il y a un truc là. C'est un centaure, quoi. C'est un truc exceptionnel, quoi. Je pensais jamais trouver ça ici, quoi. Là, aujourd'hui, l'archéologie a vraiment évolué. On n'est plus dans la recherche de l'objet. On est sur une archéologie sur la longue durée, sur la compréhension des modes de vie, des pratiques artisanales, des pratiques agricoles, de l'environnement. On ne se pose plus du tout les mêmes questions. On n'a plus la même échelle. Ceci dit, néanmoins, on est absolument enchanté quand on trouve des pièces exceptionnelles. Un petit peu cassé, là, sur le bord. Les premiers indices de ce qui pourrait bien être une nécropole gallo-romaine, datée de la fin du 1er siècle, apparaissent. Et déjà, il faut recomposer le puzzle. Donc maintenant, faut savoir si c'est l'urne dans laquelle on a les esquidos, ou alors si c'est peut-être une céramique d'offrande. Bon, on va vérifier ça à la fouille. Il y a des clous là. Ah ouais, puis il est beau ce clou là. Alors ça peut servir de... En fait, la céramique a pu être mise dans un coffrage en bois. Donc on ne retrouve plus que les clous. Donc c'est pareil, on va vérifier avec la fouille. Si on trouve des clous éparpillés un peu partout, tout autour, ça peut être un coffrage en bois. Mais comment les archéologues voient-ils leur propre travail ? Dans les incinérations. Nous allons tenter une petite expérience. Je m'appelle Johan, j'ai 34 ans, je suis responsable de secteur. Le réalisateur m'a proposé de suivre les fouilles avec une petite caméra et de tenir un journal de bord, quand j'aurai le temps, pour raconter la fouille de l'intérieur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Oh non. On voit que tu t'amuses. Ma première impression, c'est que tenir une caméra modifie le regard des autres sur vous. Mais bon, nous sommes une équipe au travail et ce qui m'a attaché à ce métier, en plus de la curiosité pour nos origines, c'est bien cette notion de travail en équipe. Et de toute façon, l'archéologie doit prendre en compte les regards de tous ceux qui la fabriquent. Toutes ces heures passées à chercher, à gratter, à creuser, à nettoyer. Au fur et à mesure que les fouilles avancent, juste de l'autre côté de la route, le nouveau quartier s'édifie, organisant le chassé-croisé des habitants qui vont venir et de ceux qui sont partis. Étrange ballet. Ce matin, nous ouvrons une nouvelle zone de fouille. C'est toujours un moment d'émotion. Isabelle a l'impression qu'on vient d'attaquer un secteur à fort potentiel de découverte. Alors, ça sent très bon là. Nous verrons bien. Il y en a partout.
De toute façon, pour nous, archéologues, il y a toujours un décalage entre ce que nous imaginons ou ce que nous espérons trouver et ce que nous trouvons. C'est la nature même de notre métier. Qu'on le veuille ou non, notre imaginaire nous sollicite toujours. Pour le meilleur si nous en faisons un allié dans l'investigation, ou pour le pire si nous nous laissons guider par lui. Il nous faut apprendre à dépasser la fascination pour ce qui sort du sommeil de la Terre. En refaire à chaque fois un objet de connaissance. Ce qui n'empêche pas de rêver. Johan, l'archéologue reporter, s'est pris au jeu et s'investit dans son nouveau rôle. Il veut aussi montrer l'autre face du travail. Ce qui est certain, c'est que les conditions de travail des archéologues ne sont pas toujours celles qu'on voit à la télévision. Il fait toujours beau à la télévision. Je pense à Jean-Luc, notre réalisateur. Il a besoin d'images par temps de pluie. Aujourd'hui, quelques mois après le début des fouilles, les archéologues ont invité la population à venir découvrir les résultats de la première tranche de travaux. Et leur appel a été entendu au-delà de leurs espérances. Madame le maire est venue. Je crois que nous, ça nous a apparu au départ un peu comme une contrainte. On craignait que ça nous retarde dans notre projet. Et puis aujourd'hui, on se passionne pour ce chantier qui est conduit de façon remarquable. Donc on recherche notre histoire, on recherche notre mémoire. Et à Châteaugiron, c'est quelque chose auquel les gens sont très attachés. Et j'espère qu'il y aura tout un travail avec les écoles, la population. Oui, vous pouvez... Il faut pas être récupéré. Obligé pour accompagner le mort en fait. Ça les trois jours près. Donc là, on est ici, au niveau de ces enclos verts là. Il y a un enclos vert et rouge en haut. D'accord? Donc ces enclos verts qui sont datés du haut Moyen-Âge, donc de l'époque mérovingienne, entre le 5e et le 8e siècle, après Jésus-Christ. Et ce que vous avez devant vous, c'est un four. Enfin, les restes d'un four du Moyen-Âge, de ce côté-là. Alors en fait, nous, on va fouiller les urnes. Une fois qu'elles sont fouillées, on va les plâtrer et on les envoie au laboratoire. Et il y a ce qu'on appelle un anthropologue, en fait, quelqu'un qui est archéologue, mais qui est vraiment spécialisé dans l'étude de ces ossements, des restes osseux, qui lui va les analyser. On peut avoir beaucoup d'informations. On peut avoir l'âge, par exemple, d'un défunt. On peut avoir son sexe. Enfin, il y a énormément d'études qui peuvent être faites après. Mais là, c'est vrai on jetait aussi des petites fioles de parfum, des herbes aromatiques. Ouais. Voilà. On recueillait les cendres qu'on mettait dans un petit pot, soit en pleine terre, soit dans un tissu, soit dans un petit coffret de bois. Ah ouais, ils incinéraient leurs morts finalement, ils les brûlaient. Ouais. Comme on fait maintenant, puis on met ça dans des terres. Voilà. C'est un peu une violation de la dernière demeure. Alors en même temps non, oui, bien sûr, on rentre dans la sépulture, on va enlever la terre, on va enlever le défunt, d'accord. Mais il faut savoir que le site ici, après, quand nous on est parti, il va être détruit au bulldozer. Oui. Donc au choix entre nous et le bulldozer, je pense que nous on respecte quand même l'individu. C'est l'évolution et l'histoire de la commune qui est intéressante aussi à connaître. C'est vrai que bon, quand on s'intéresse à sa ville, je pense que c'est important de savoir d'où ça vient, qui était avant nous. Et voilà. C'est une bonne chose, cette loi qui permet de fouiller avant d'engager ces travaux. C'est impensable de dire qu'il y avait un truc comme ça ici. On est en plein champ comme ça, en pleine nature. C'est nos ancêtres qui sont là. Vous êtes de la région ou... Oui, et agriculteur en plus. Ah, alors bah, ça nous intéresse. Ce qui nous choque un peu, c'est les fossés qu'ont creusés ces gens-là. Oui. Là, on voit la différence des terres et tout. Nous, qu'on connaît l'Argelette, on voit où elle a été piochée il y a des milliers d'années. Tout ça a été fait à la main à cette époque-là, à la pioche et tout. Et là, on voit que c'est du vrai, parce que les terres sont différentes, les endroits des poteaux, par exemple, tout ça.
Souvent quand on nous demande qu'est-ce que vous apporte l'archéologie, je réponds toujours l'humilité. Parce qu'effectivement, ça nous oblige à nous mettre un peu en observateur ou avec un certain recul et d'accepter effectivement certaines faiblesses, d'accepter de changer un peu son regard sur ce type de site, savoir qu'un site dira ce qu'il veut bien nous dire. On ne pourra pas forcer un site à nous dire ce qu'il ne veut pas dire. Déjà, ce qu'on a ici, c'est ce qui nous reste. Il nous manque une masse d'informations absolument colossale. Déjà, il faut d'abord l'accepter. Et à partir de là, une fois qu'on l'a accepté, de se dire, bon voilà, qu'est-ce que j'ai comme outil, qu'est-ce que j'ai comme données, et qu'est-ce que je peux en faire, et quelle discipline je peux aller chercher pour aller trouver une réponse là où je ne l'ai pas. Aujourd'hui, 3 spécialistes sont venus de loin pour prélever des échantillons, apporter leur regard et travailler avec l'équipe sur l'interprétation du site. Donc moi je suis carpologue, donc j'étudie les graines et les fruits archéologiques. Alors moi je travaille sur les charbons de bois, ça s'appelle l'anthracologie, c'est l'étude des bois carbonisés. On n'étudie pas l'environnement naturel ou modifié par l'homme, mais plutôt à travers les restes de plantes et les pratiques qui ont été réalisées, ce que l'homme en a fait, comment est-ce qu'il a mangé, ce qu'il a cultivé, etc. Toute la question, étant donné qu'on n'a plus les sols d'occupation, et ça depuis bien longtemps, c'est finalement quelle était la fonction de ces espaces agricoles, artisanaux, etc., etc. Il y a certaines productions, par exemple les légumes, qu'on va très peu retrouver. Et donc c'est aussi des éléments sur lesquels il faut faire attention, de ne pas éliminer par exemple des possibles, parce qu'on ne les retrouve pas. On peut notamment entre la période gauloise et la période du Moyen-Âge voir apparaître de nouvelles plantes, notamment la période gallo-romaine. On a des plantes méditerranéennes qui font peu à peu partie du patrimoine alimentaire, comme le fenouil, la coriandre ou le seigle et l'avoine qui commencent à apparaître au début de l'époque romaine, mais au Moyen-Âge qui sont désormais cultivés, alors qu'ils ne sont pas cultivés à la période gauloise par exemple. Parmi ces spécialistes, certains sont confrontés de manière directe à l'imaginaire. Ils ont en charge la mise en image des résultats des fouilles, époque par époque. On va faire un crayonné, le crayonné définitif, de l'image définitive. Je te le fais à nouveau valider, on rajoute certains détails, on en enlève, et puis je passe à la mise en couleur. Quels sont les problèmes qui se posent dans la restitution comme ça des images du passé ? L'imaginaire raisonné, l'imaginaire cadré quand même par les faits archéologiques va devoir prendre le pas pour certaines zones de la représentation. Et par là même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même apporter un vrai rôle scientifique, parce que une fois les choses mises en image, etc., on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Finalement, on s'aperçoit au moment où on doit le restituer que toute une partie nous échappe complètement, on ne les reverra jamais. On se contentera des traces conservées dans le sol qui permettent d'avancer pas mal de propositions, mais finalement le passé nous échappera toujours. Tiens, après les adultes, aujourd'hui, c'est la visite des enfants. Peut-être est-ce à nous maintenant d'ouvrir nos oreilles. Quand vous voyez une personne qui va installer une très grosse maison, par exemple avec une grande piscine, etc., qu'est-ce que ça peut vous faire penser directement? Qu'il est riche. Très bien. Maintenant, on revient à l'époque gauloise. 2000 ans plus tôt, on a une personne qui arrive, qui installe son habitation, qui fait un très gros enclos. Qu'est-ce que pour vous, ça vous dit? Qu'il est riche aussi. Alors faites bien attention, il y a plein de trous. Bon, on a déjà trouvé de la poterie, plein de poteries quand même, plusieurs morceaux de poterie. Et là, il y a un fer à cheval. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, en fait, je pense qu'il y a 2 charrettes qui transportaient de la poterie. Et elles se sont percutées, les 2 charrettes. La poterie est tombée, elle s'est cassée. Et alors? Et après, les 2 chevaux, ils se sont percutés aussi. Et alors? Et oui. Et le cheval, il a perdu son fer à cheval.
Et Zoro n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent aussi quand on fait des fouilles archéologiques. Il y a vraiment plein de choses. Par exemple, quand tu trouves sur le site une petite pièce de monnaie, ça peut être quoi? Ça peut être De l'argent. Ouais, mais De la monnaie. C'est sûr, Marie. pourquoi on la retrouve? Parce que quelqu'un fait tomber sa pièce. Elle est perdue. Ouais. Il l'a peut-être perdu, mais il peut aussi l'avoir mis dans le sol volontairement. Pour mémoire. Personne Par n'apprenne. exemple. Ouais, pour que personne n'apprenne, pour la cacher. Comme les enfants, les artistes aussi ont une relation forte avec leur imaginaire. Ils y puisent une bonne partie de leur inspiration. Bruno Guilleneuf est sculpteur et artiste de land art. Il aime le contact physique avec les fouilles archéologiques. C'est un peu déboussolant, quoi. Tous ces vides. Vraiment, en tant que sculpteur, moi je fais du volume. Et là, on est dans des creux. C'est des absences. C'est que des absences, en fait. Et petit à petit, en y pensant, je me dis, mais finalement, l'archéologie, l'histoire, ça travaille sur la mémoire. C'est une espèce de science de l'absence, quoi. Et là, on a de matérialiser en creux toutes ces absences. Ce serait tentant de venir travailler ici, faire une installation paysagère, de travailler en land art. Et en même temps, c'est pas des lieux faciles. Donc par rapport à tous ces creux, on aura envie de ressortir de terre, peut-être de faire renaître des formes. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trouvé, quoi. Ça pose plus de questions que je n'ai de solutions ou de réponses. Ça interroge. Sur les mêmes lieux, les archéologues cherchent, les enfants rêvent, les artistes imaginent. Les aménageurs bâtissent sur les ruines des villages d'hier les cités de demain. Mais quelque part dans la ville se prépare un drôle d'événement. Aujourd'hui, les CM2 ont invité une autre classe à voir une drôle d'exposition. Alors, d'abord, le titre de l'exposition. Qui est-ce qui peut le lire? Vas-y. Quel chantier cette école? Quelle école ce chantier? On a travaillé sur ce que c'était que l'archéologie, les différentes périodes historiques, les techniques de fouilles archéologiques. On a surtout essayé de comprendre la rigueur scientifique des archéologues. Et en contrepartie, on s'est offert, à l'occasion de débrider notre imagination, en faisant une exposition d'art plastique, en fait, sur le thème du chantier archéologique, mais c'est une fausse exposition archéologique. Il y a un mélange de choses très vraies et en même temps de choses complètement imaginaires et fabuleuses. Est-ce que les Romains ont vraiment vécu au temps des Gaulois? Bah oui, parce qu'après il y a eu les Gallo-Romains. Est-ce qu'il y avait les parents gaulois, ils apprenaient quelque chose à leurs enfants? Pour les filles, par exemple, et en fait, ils apprenaient très vite aux filles à faire la lessive, on peut dire comme ça, le ménage, nettoyer la maison, faire la cuisine. C'est catastrophique, alors les femmes, ça n'a pas changé depuis tout ce temps-là? Bah si, maintenant, on n'est plus trop... maintenant, les femmes peuvent cuisiner comme les hommes, quoi. C'est quoi un correctotape? Donc c'est... vous connaissez le martinet, non? Oui, certains. Mais à l'époque, c'était pas le martinet, c'était le correctotape. Quand les hommes préhistoriques chassaient, au début, ils mangeaient avec les mains. Maintenant, ils mangent avec quoi? Près de 2 ans se sont écoulés depuis le début des fouilles. Le chantier a tenu ses promesses, les résultats dépassent toute attente. En plus des vestiges du néolithique, 2 fermes gauloises ont été découvertes, et l'une a même été réoccupée par les Gallo-Romains. Mais c'est l'occupation du Haut Moyen-Âge, entre le 6e et le 10e siècle, qui apporte les résultats les plus inédits. Que ce soit par rapport à l'organisation du site, sa conservation ou le mobilier retrouvé, notamment la vaisselle. Tous ces vestiges vont permettre d'étudier un terroir sur plusieurs millénaires. On aurait presque oublié notre archéologue reporter. Quelque chose de curieux se trame aujourd'hui. Les enfants de l'école sont revenus, mais pourquoi faire?
Isabelle et Jean-Luc ont l'air de conspirateurs. Les films en train de regarder et tout. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini, les enfants rentrent, la maîtresse, ils expliquent les questions. Hein, on fait comme ça. Ça, c'est l'histoire d'une manipulation. C'est pour ça que je filme. Un arrangement, petit arrangement. Playmobil. Oh, c'est génial. Oh non. Oh, c'est excellent. Ouais. Ah oui. On voit si on peut embarquer tout ça dedans. Ils ont fait comme c'est pas lié à Châteaugiron. C'était trop bien. On est très très contents d'être venus. Et comme vous nous avez fait une visite guidée, nous aussi on vous a préparé une visite guidée. Voilà. C'est pas fini. On a retrouvé un bout de casque gaulois. Nous avons aussi retrouvé un correct tape pour taper les enfants qui désobéissent. On tape pas non plus sur des fesses. Mais pas forcément, sur les cuisses. Vous connaissez pas Ah non, je ne connaissais pas le correct tape, non. Mais je pense que je vais l'utiliser sur le chantier maintenant. Quelle qualité faut avoir pour être archéologue? Ne pas avoir peur de la gadoue. De pas faire oh là là, je me suis salie. C'est pas une chuchote. Bravo. Pendant ce temps-là, dans l'actuel Châteaugiron, on finit de préparer les festivités de la fin de l'année du millénaire. Bien, monsieur Millet. Donnez-moi vos couleurs, s'il vous plaît. De nouvelles festivités sont venues clore l'année du millénaire. D'autres cérémonies viendront célébrer d'autres millénaires. La fouille est finie, la ville va enfin retrouver ses racines et se réapproprier son espace d'origine. Il est temps de dire au revoir. Bon, une histoire de 2 ans se termine pour nous tous. Il va nous falloir maintenant 2 à 3 années supplémentaires pour étudier tous les matériaux de recherche accumulés à Châteaugiron. Puis, nous nous mettrons en route pour de nouvelles aventures. Mais à vrai dire, qu'est-ce que 2 ans pour un archéologue ? Mais que diront les archéologues du XXIIIe siècle lorsqu'ils fouilleront ces zones passées au peigne fin ? Auront-ils créé entre-temps une appellation zone archéologique des époques postmodernes ? Penseront-ils à un conflit massif, à une guerre de tranchées, sans armes ? De nouvelles disciplines scientifiques leur permettront-elles de rendre compte avec justesse de ces chantiers ? Y aura-t-il encore une archéologie et des archéologues ? Les hommes auront-ils encore un passé et un imaginaire ?